Bonjour à tous, on est à Toulon et c'est ici, chez Kawasaki Superbike, qu'on va inaugurer un nouveau format que vous allez retrouver plusieurs fois cette année. On va quitter notre plateau habituel pour vous proposer une succession de petits portraits. On va rencontrer des personnalités locales qui font bouger le milieu de la moto. Mais bien sûr, on vous proposera nos rubriques habituelles. C'est ici, c'est Philippe Michel qui nous invite et on vous invite aussi. Salut Philippe. Alors David, ça va bien? Ouais, ça va bien, merci mieux. de nous recevoir ici. Oui. Donc moi je connaissais la concession à Toulon. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? 2017, donc ça fait 11 ans. D'accord. 12 ans, mais c'est sur la deuxième année, oui. D'accord. Et ici, t'as que Kawasaki. Exclusivement Kawasaki, oui. T'as eu d'autres concessions, toi? Non, c'était pas. Oui, j'ai eu une concession Ducati juste avant. Ouais. Parce que j'étais avec Raymond Roche, on avait monté une grosse concession quand on a été champion du monde de Superbike. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps et on a pris la concession Kawasaki depuis 91 jusqu'à maintenant. D'accord, Kawasaki, ça bouge. Là, cette année, il y a combien de nouveaux modèles? T'as compté les nouveaux modèles qu'il y a? Il y a au moins 6 modèles, 6 nouveautés, oui. Alors Philippe, on va rencontrer plusieurs personnalités que tu connais bien et qui gravitent autour d'ici, autour de Toulon. Et on va commencer par quelqu'un que je connais bien aussi. C'est Bruno Gillet, que j'ai côtoyé avec plaisir pendant 10 ans à Motojournal et avec qui on va évoquer l'histoire de Kawasaki. On va évoquer en tout cas la marque Kawasaki. Fifi, on lit partout Kawasaki Heavy Industry. Pourquoi industrie lourde? Industrie lourde parce que Kawasaki n'a pas commencé par la moto. Ils ont commencé à faire des tankers, donc des bateaux, des pétroliers, des hélicoptères. C'est eux qui ont creusé le tunnel sous la Manche avec un moteur Kawasaki. Donc. Et à une période des années 60, début des années 60, il y a un petit japonais qui a dû se dire tiens, qui aimait la moto, on va faire de la moto. Et de mes souvenirs, ils ont racheté tous les brevets de Bridgestone ils ont arrêté la moto et ils ont fait des pneumatiques. Ils ont fait leur première Kawasaki sous la base de moto Bridgestone. Et là, on était en deux temps. En deux temps. Et quelle est la Kawasaki la plus mythique pour toi? Pour moi, la plus mythique, c'est la 7,5 H2 parce que c'était la première moto hyper rapide avec des freins à disque qui tenaient un peu la route, etc. Donc pour moi, la plus mythique, c'était ça. Tous les pilotes, tous les pilotes ont commencé avec une H2 ou avec une S2 Kawa ou 400 Kawa. On a l'impression qu'il y avait Honda d'un côté et Kawasaki répliquait à chaque fois, alors que les volumes étaient quand même très différents. Alors il y a eu la 500 H1, après la 750 Honda est arrivée, Kawasaki a répliqué avec la 750 H2. Après il y a eu la CBX 1000, Kawasaki a répliqué avec la 1300Z. Il y a toujours eu quelque chose chez Kawa qui était dans le défi technologique et de plus en plus. Disons que Kawasaki, son ADN, c'est la moto hyper sportive. Donc le client qui achetait une Kawa, c'était le gars qui voulait faire du circuit ou alors qui voulait rouler tambour ouvert sur la route quoi, avec une Kawa. Ça, 900Z1, c'était incroyable. 901, voilà, ça fait partie des premiers 4 ans de chez Kawasaki qui étaient hyper fiables et qui étaient rapides sur la route parce que ça faisait partie des motos sportives. Alors ce qu'il faut, c'est qu'à l'époque, une 900Z1, ça servait autant à voyager à deux qu'à courir le bol d'or. Exactement, on a connu les pilotes qui ont couru sur des 900. Tous les Gaudier Genoux sont dérivés de ça. Voilà, c'est dérivé de ça. Gaudier Genoux, c'était Georges Gaudier et Alain Genoux. C'était des pilotes constructeurs qui ont fait leur propre machine sur les bases des Kawasaki Z. La question piège. Pourquoi la couleur mythique de Kawasaki est le vert? Personne ne sait. Voilà, personne ne sait. C'est dans ces époques-là, il y a quelqu'un, un petit japonais qui a dû dire tiens, on va mettre des motos vertes. Et ça a perduré. Et puis maintenant, c'est toujours du vert. On voit une moto verte, on sait que c'est une Kawa.
Bon alors Philippe, on est ici installé dans ta concession. Tu nous as parlé rapidement de ta carrière de pilote. Tu es un peu modeste parce que tu as couru avec des pilotes qui s'appellent Agostini, par exemple, qu'on a reçu dans son concession. Il ne nous a pas parlé de toi. C'était quand? C'est dommage. Ouais. C'était en 1975 que j'ai commencé les courses internationales, un Grand Prix, etc. quoi. D'accord. Et tu as fait quoi alors? Combien d'années de course? 2 ans de courses internationales. Après, j'ai été obligé de partir à l'armée et ça m'a un peu embêté. Et ça a mis un stop à ta carrière? C'est ça. D'accord. Alors après, toi, tu as été mécanicien en Grand Prix. Tu as fait 10 ans de pilote, hein, je crois. À peu Ouais, près. pas tout à fait 10 ans, mais bon, depuis 1972 jusqu'à 80, 81, 82. D'accord. Et après, tu es passé mécanicien. Donc, tu as été mécanicien dans des énormes teams. Le team officiel Honda, je crois, avec Le Raymond team Roche. HRC, le team Yamaha, Marlboro, Ouais. le team Kajiva et un peu Ducati avec Raymond quand il a été champion du monde avec la Ducati. Ouais, en 80, Superbike, champion du monde Superbike en 90. C'est D'accord. ça. Tu m'as dit que tu avais rencontré Monsieur Honda? Monsieur Honda était venu nous serrer la main quand on était au HRC à Jarama, oui, sur une course de 500. Oui. D'accord. Alors, j'imagine que quand on a été mécanicien en Grand Prix à ce niveau, on est exigeant sur le choix de ses mécaniciens, non? Ben oui, Oui. exactement. Oui. Alors, on va se Ce qu'il diriger. faut pour nos clients, il faut quand même de la qualité Ouais. de travail. D'accord. Alors, on va se diriger du côté de ton atelier où c'est Timothée, ton C'est ça. mécanicien, qui va nous expliquer comment brancher, raccorder une prise USB à votre moto. Salut à tous, alors je vais vous montrer comment brancher un chargeur USB. Bon là en l'occurrence c'est sur un modèle Kawasaki Z900, mais ça peut s'adapter à n'importe quel modèle de moto. Alors nous tout de suite on aurait eu envie de le brancher sur la batterie, sous la selle, mais ce n'est pas une bonne idée. Parce que le souci c'est qu'elle sera tout le temps alimentée et ça va nous donner une batterie assez faible, ça va constamment la décharger. Alors moi je vais vous donner une petite astuce, c'est de la brancher directement sur l'ampoule de veilleuse du phare. Comme elle marche avec un fusible, au moins s'il y a un souci, le fusible saute. Et surtout, ça marche avec un plus après contact. Donc le chargeur ne sera pas constamment alimenté. Sur ce modèle-là, il faut démonter le tête de fourche pour pouvoir accéder à l'ampoule de veilleuse. Hop, voilà, donc une fois que le phare est tombé, on a accès au fil de l'ampoule de veilleuse. Il faut dénuder les 2 fils plus et moins. Donc une fois que les fils sont dénudés, donc le fil rouge évidemment c'est le plus, il va sur le plus du fil de la veilleuse. Là on ne peut pas se tromper rouge avec le rouge. Et le noir sur la masse, donc là c'est le noir avec le noir. On va mettre les deux ensemble et puis il va falloir souder et isoler les fils. Alors une fois qu'on a soudé et isolé les fils comme il faut, on va trouver un emplacement pour pouvoir attacher le long faisceau afin qu'il ne nous gêne pas lors du remontage. Sur un roadster, par exemple, le meilleur endroit, c'est directement au guidon avec la fixation prévue pour. Sinon, sur d'autres motos plus carénées, on peut enlever le support pour percer dans le carénage et fixer directement la prise dans le carénage. Alors, une fois que cette étape est faite, on va remonter le tête de fourche sur la moto en faisant attention à bien tout rebrancher. Voilà, une fois qu'il est bien fixé, on va pouvoir fixer la prise USB sur le guidon. Alors en l'occurrence sur ce modèle, la meilleure position c'est à gauche, juste au-dessus pour pas que ça vienne taper dans le cache. Voilà, donc notre prise USB est enfin montée. Alors par contre pour l'utilisation, si vous voulez charger votre téléphone, GPS, etc. sans forcément avoir la moto allumée, il faudra allumer le contact et bien penser par contre à mettre le coupe-circuit pour pas que ça consomme de l'énergie. Et là, votre chargeur est alimenté. Il n'y a plus qu'à brancher et charger votre téléphone ou appareil. Alors on a parlé des nouveautés, Philippe. Moi j'ai déniché quelques actualités sur Kawasaki qui sont un peu insolites. On a notamment un modèle réduit de H2R à monter pour 16 € seulement. Je ne sais pas si tu le possèdes ici, si tu le vends, Non. ce modèle réduit. Non. Parce que c'est un modèle réduit, une sorte d'origami en métal. Tout D'accord. est en aluminium, 2 feuilles d'aluminium prédécoupées. Alors ça, c'est pour le modèle réduit. Et il y a une préparation, un kit. Cette fois, c'est en échelle 1. C'est un kit à partir d'une Z900 qu'un préparateur japonais, Japan Legends, a préparé pour le 30e anniversaire de la ZXR 750, inspiré de la ZX7
ère de Superbike que pilotait Aaron Slight, tu t'en souviens? C'est ça, oui. Aaron Slight, Scott Russell notamment. Et alors, Japan Legends propose un kit carénage, phare, LED, coque arrière carré. Est-ce que la ZXR 750, ça évoque beaucoup de choses pour toi? Oui, évidemment, elle faisait partie des premières hyper sportives performantes à l'époque de nouvelle génération, disons. Et on a quand même été 7 fois champion du monde dans les années 90 en endurance avec une moto formidable. D'accord, bon, on en parlera avec Gilles Staffler tout à l'heure. En attendant, il se dit du côté du Japon et d'un magazine qui s'appelle Young Machine que Kawasaki préparerait une réplique, une version moderne de Mach 3. Autrement appelé H1. J'essaie de lire dans tes yeux si tu as l'information. Non, je n'ai pas d'infos dessus. Je connais très bien la 500 Mach 3, puisque j'avais 15 ans en 69. Et c'était une moto mythique, quoi. Et j'espère qu'ils ont mis un frein à disque sur la nouvelle, parce que l'ancienne, avec le frein à tambour, ça prenait un peu moins bien. Alors on avait rencontré également Didier Calusa, un expert de ces motos, qui restaure des anciennes Kawasaki des années 70. Et Didier Calusa, il a fait une petite infidélité à Kawasaki, il a fait une Honda, une réplique de Honda, une superbe réplique de Honda que vous pouvez voir sur ces images. Nous, on a fait l'essai de la nouvelle Z125 et Ninja 125. C'est Johan Genouvrier qui a fait l'essai pour son concession. On regarde ça tout de suite. Salut à tous et bienvenue sous le presque soleil de Malaga, où nous avons répondu présent à l'invitation de Kawasaki, qui nous a proposé de tester ses nouvelles Ninja et Z. Alors on n'est plus dans la puissance et la performance, puisqu'il s'agit de deux sœurs quasi jumelles de 15 chevaux. Kawasaki revient donc sur le segment des 125. Alors on parle de semi-jumelles, car les deux modèles sont très proches. On a le même cadre en treillis tubulaire, on a à peu près le même poids, 146 kg pour la Z, 148 kg pour la sportive Ninja. Les dimensions sont à peu près les mêmes, on a surtout un angle de chasse qui change et qui fait que les deux motos n'ont pas forcément le même comportement sur la route. Au niveau performance, on a des motos qui sont destinées à des permis A1, alors on n'est pas à la recherche de la puissance et du couple, mais on doit quand même avouer que ces motos sont plutôt agréables à piloter. La partie cycle est plutôt bien pensée, la suspension est suffisamment ferme, le freinage est plutôt conséquent, on a des motos plutôt polyvalentes. La sportive est plus basse de selle. On a une moto qui a certes un look sportif, mais un comportement assez polyvalent. Les demi-guidons permettent d'avoir une position un peu sportive, d'autant que la hauteur de selle est de 685 mm contre 740 sur la Z. On peut donc faire corps avec la machine. Attention, les grands gabarits risquent d'être légèrement handicapés. Sur les successions de virages, sur les grandes courbes et même sur les lignes droites, la moto est saine. Le comportement est sain au niveau de la suspension, au niveau du freinage. Un freinage plutôt conséquent et un ABS très peu intrusif. En ce qui concerne la Z, on a une moto beaucoup plus polyvalente, avec un rayon de braquage plus important, un guidon relativement haut et une position de pilotage qui permettra certainement au quotidien d'être à l'aise dans la circulation en ville comme sur les petites routes. En ce qui concerne les points positifs, on peut retenir un cadre en treillis tubulaire apparent pour les deux modèles, ce qui est plutôt flatteur, un système de freinage certes performant mais surtout des disques Wave, ce qui est plutôt recherché pour ce type de modèle, plusieurs coloris dont notamment le vert Racing pour les plus fans de la marque et un modèle blanc et noir très apprécié aussi au niveau de la Z. Et un point commun entre ces deux machines qui pourtant n'ont pas la même ergonomie et le comportement, c'est une facilité de prise en main. Les débutants seront très à l'aise, ce qui est plutôt appréciable d'autant que ces machines se destinent à des permis A1, donc à des débutants entre 16 et 17 ans. Un seul bémol peut-être, on aurait apprécié un indicateur du rapport engagé, ce qui manque sur le compteur qui est pourtant très bien fait avec 2 tripes, un contour, bref, l'essentiel. En ce qui concerne les tarifs, on a un prix d'appel à 4 600 € environ pour la Z et 4 800 € environ pour la Ninja. Des prix dans la moyenne du marché pour des modèles plutôt bien finis. On passe maintenant au top et au flop. Les tops et les flops avec un premier top, c'est un moteur de Ninja ZZR 1400, appelé dans d'autres pays la ZX14R, qui a été mis dans une Fiat Cinquecento. C'est un moteur donc, qui a été boosté à 250 chevaux, engagé en Formula Challenge del Lupo, ici sur le circuit de Castelletto de Branduzzo en Italie. Donc les moteurs de Kawasaki dans des voitures, on pourrait imaginer notamment le moteur de la nouvelle ZX636 aussi.
Philippe? Pourquoi pas, puisqu'on l'attend avec impatience la moto. Elle arrive quand, cette ZX600? Elle est déjà là, elle est déjà là. Ouais. On l'a pas reçue en concession, on est à peine début janvier, donc on va la recevoir incessamment sous peu, oui. Autre top, c'est la moto qui est décidément à la mode dans les clips. On a vu notamment un clip Chanel avec de la moto. Là, le dernier en date, c'est un clip pour l'Inde, Incredible India, qui fait la part belle au FMX, Freestyle Motocross. Donc ça commence par du FMX, ça se termine par du FMX. Bon, nous, on aime bien. L'autre top, c'est le retour des Journées K. Ça aura lieu sur une journée et ce sera sur le circuit du Mans. C'est à quelle date? Le 7 mai. Le 7 mai, Journées K. J'imagine que tu as participé à des Journées K. J'ai participé aux Journées K, pas en tant que pilote, en tant que technicien Ouais. et accompagnateur. Donc ça s'est toujours bien passé et je conseille aux futurs pilotes ou aux gars qui veulent apprendre un petit peu la piste de réserver les places parce qu'elles sont chères, quoi. Enfin, pas en tant que prix, pas au niveau du prix, mais surtout au niveau de la place qui est très convoitée, quoi. Alors, les flops, c'est notamment la moto qui est malmenée dans les manifestations qu'on voit un peu partout en ce moment. Donc, on a vu des motos à terre, des policiers à moto qui ont eu bien du mal à relever leur monture. Ça s'est vu sur tous les journaux télévisés. Et puis, dans la rubrique des faits divers, un flop eh bien, qui nous chagrine évidemment, c'est la condamnation à 8 ans de prison de l'ancien champion moto Michel Merel, accusé de viol dans son centre de motocross. Voilà, on va passer au débrief sport et on va recevoir d'anciens pilotes. C'est une surprise que nous a concocté Philippe. Ça s'est passé devant son magasin. Salut Jean-François, merci d'être venu. David, écoute, merci de m'avoir invité, en tout cas. Ouais, alors on est ici chez quelqu'un que tu connais bien, chez Philippe Michel. Pour nos internautes, est-ce que tu peux nous resituer ta carrière et ton palmarès? J'ai été, en l'espace d'une carrière de 20 ans, de 69 à 89, j'étais 4 fois champion de France, j'étais une fois vice-champion du monde, en 250, Oui. toujours. En 81. Oui, alors que les championnats de France étaient en endurance et en 500. Et ensuite, j'étais donc une fois vice-champion du monde et 3 fois troisième au championnat du monde, en 350 et 250. D'accord, avec 5 victoires en Grand Prix. Ah oui, ça c'est quelque chose dans les comptes. Dont sur Kawasaki, évidemment. Ouais, sur Kawasaki et Eurotro aussi. Ma première victoire en Grand Prix, c'était sur Kawasaki, C'était sur Kawasaki. en 81. Toi, tu m'as parlé aussi de quelqu'un à qui Kawasaki doit beaucoup et que tu connaissais bien. Ben, si on est tous là, Ouais. c'est grâce à Xavier Maugendre. Xavier Ouais. Maugendre qui était en 70 un passionné de moto et un petit peu aussi quelqu'un qui voulait faire des affaires dans la vie. Donc. Ouais. Et il a décidé d'importer Kawasaki. Mais imaginez-vous en 1970 ce qu'était Kawasaki. Quand on disait Kawasaki, déjà qui était nom dur à prononcer. Ah oui, mais c'est des motos japonaises, on n'aura jamais les pièces. Et il a fallu quand même arriver à faire partir cette marque de rien du tout. C'est lui. C'est lui. Il a su tâter. Je me rappelle son bureau. Il a mis tout son argent dans ça et son bureau était fait avec les caisses des motos. Quand il recevait les caisses Japon, il démontait les bois, il a fait son bureau en bois, il a commencé comme ça. Il a fait appel à Gaudier Genoux qui a gonflé ses Kawasaki de route pour se battre. Les fameux duels Jean-François Baldé, Christian Léon et Chemarin. Honda, Kawasaki. Honda, Kawasaki. Et là on parle de Kawasaki, donc c'est lui. Et à chaque fois que je vais faire une démonstration de moto, vous savez, il y a des démonstrations en Italie ou etc. où ils réunissent les anciens pilotes, etc. Eh bien, j'amène Xavier Maugendre que je porte toujours sur moi. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Voilà, et quand je l'amène, vous voyez, ils disent quand les hommes étaient des hommes, et voici Xavier Maugendre. Et à chaque fois que je le mets sous ma combinaison en cuir, j'y allais Xavier, on va faire un tour en moto. D'accord. Voilà. Alors, justement, nous, ici, on va t'emmener à l'intérieur. On a une petite surprise pour toi, préparée par Philippe Michel et un passionné qui s'appelle Jean-Luc Borgetto, que tu connais, bien sûr. Et on va te montrer. Ah bah j'adore les surprises. Hein. Bon, Jean-François, voilà, cette moto, je crois que tu la connais. Eh oui, c'est la moto avec laquelle j'ai gagné mon premier Grand Prix. Ça,
Ça, c'est ton casque avec tes couleurs. Ah oui, moi je suis très Voilà. cocardier. À ce sujet, le fait d'être assez cocardier, lorsque j'ai gagné mon premier Grand Prix en Argentine, Oui. il y avait 50 000 spectateurs qui étaient venus, argentins en principal, et au son de la Marseillaise, ils se sont levés tous. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que personne ne le sait, ou certains, le héros, le libérateur de l'Argentine s'appelle Saint-Quentin. Et il est né à Boulogne-sur-Mer. Donc quand vous arrivez à Buenos Aires, vous sortez de l'aéroport et vous voyez Boulogne-sur-Mer. Ça fait un petit peu drôle. Et c'est le libérateur. Donc les Français sont portés en très haut. Ah bah, une petite séance culture, comme on en a souvent dans Sans Concession. Jean-François, cette moto, elle avait quelle qualité, quel défaut quand tu l'as pilotée? Sa qualité, c'était sa tenue de route. Ouais. Il n'y avait rien à changer. On pouvait mettre le ressort dur, mou, n'importe quoi, et tiens, toujours la route. C'est pour ça qu'il y a eu des pilotes après qui les ont eus, qui étaient des casse-cous qui, avec une autre moto, tombaient toutes les courses. Enfin, j'exagère un petit peu. Et dès qu'ils ont eu cette moto, il a fait 3e au championnat du monde. D'accord. Hervé Guilleux. Le petit inconvénient, c'est que par rapport au Yamaha, à part peut-être celles qui étaient vraiment de l'usine, elles étaient, disons, à égalité, soit un tout petit peu moins, mais la tenue de route compensait. D'accord. Qu'est-ce qui change? Cette moto, tu m'as dit, elle est authentique. Il y a même un tête-fourche, je ne sais pas si c'est d'origine. Ça, c'est les gicleurs. C'est les gicleurs, Ça, d'accord. c'est Mais le- ça, c'est d'origine. Oui, oui. Voilà, On d'accord. marquait, les mécaniciens marquaient le gicleur pour s'en rappeler, sur le moment de départ, qu'il y avait changement de pression, de température, etc. Enfin, pour tout avoir dans la tête. Alors Jean-François, au niveau de la mécanique, cette moto a un bicylindre en tandem, c'est-à-dire un cylindre devant, un cylindre derrière, ça se fait plus, ça, sur la route. Les bicylindres parallèles sont plutôt face à la route. Combien elle développait de chevaux, cette moto? Elle développait 58 chevaux, je pense. 58, et les 350 faisaient 79 chevaux. Pour ça 100 montait à cm3 combien en plus. Ça montait à 240. Il y avait 6 vitesses. Qui étaient tes adversaires à l'époque, les plus coriaces? Donc, au niveau international, c'était Anton Mang, Qui étaient aussi sur Ok. Kawasaki? Kawasaki, Carlos Lavado, qui était D'accord. sur Yamaha. Et ensuite, les années après, j'ai eu comme adversaire Greg Hansford, toujours avec moi, et Johnny Cecotto, qui a D'accord. fait après de la Formule 1, etc., Qui étaient sur qui Yamaha. était, qui était sur Yamaha. Et on a eu des duels, notamment au Nürburgring, où on a fait toute la course ensemble, et l'un ou l'autre. Est-ce que j'ai une petite question, une petite dernière question, Jean-François, sur l'électronique? Il n'y en avait pas hein, sur ces machines. Absolument pas. Est-ce que tu trouves que ça nuit au spectacle ou est-ce que le spectacle est différent mais tout aussi appréciable? C'est beau quand même, les Grands Prix, c'est beau. Mais simplement, si on continue comme ça, en exagérant un peu, on verra bientôt les pilotes derrière le rail en train de piloter leur moto avec un petit PlayStation. Enfin, La moto autonome voilà, a déjà alors, affronté Rossi. Mais... Voilà, je voudrais pas que ça arrive, que ça en arrive là. Je ne veux pas avoir l'air rétro. Ouais. Mais on est là pour voir un spectacle et on veut voir des marques se battre, mais on veut surtout voir des personnalités, des pilotes se confronter. Merci Jean-François. Avant de te laisser, on va donner le résultat du concours qui avait pour prix le livre de Michel Turcot, qui n'est pas loin d'ici, mais là il est sur le Dakar actuellement, sur Rossi, la légende. Et alors, le gagnant s'appelle Yannick Fiardet, avec, on a eu pas mal de surnoms. Hein. Le but du jeu était de donner un surnom supplémentaire à Valentino Rossi. Je ne sais pas si tu en as un en tête. Ah, vous me surprenez, il faut Non. quand même un bon temps de réflexion pour ça. Alors voilà, on a eu de tout. Hein. On a eu Rossinator, on a eu Legend, on a eu plein de noms bizarres. Mais alors, nous, on a pris le parti d'en rire et puis ça suggérait à la fois l'âge relativement avancé de Valentino Rossi pour son activité et puis le fait que c'est un magicien, c'est Gandalf le jaune. Voilà, donc Yannick Fiardet gagne le livre de Michel Turcot, dédicacé par Johann Zarco lui-même. Le sport, Philippe, fait partie de l'ADN de Kawasaki, mais de l'ADN aussi de ta concession, de ton activité. On est d'accord, tu as sponsorisé des pilotes, toi. Oui. Et tu en absolument. sponsorises toujours. Un petit peu en cross, mais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Parmi les pilotes que tu as sponsorisés, il y a quelqu'un de très spécial, puisque c'est ta fille, Mélanie. Oui, j'ai organisé des sessions de circuit avec Philippe Coulon, qui est un ami. J'ai amené beaucoup de clients. Et notamment à l'époque, c'était le début des ZX6R 636. J'ai des clients qui ont prêté la moto à Mélanie, Oui. et sans que je le sache.
Et je voyais passer un gars, quoi, tout menu, etc. Super belle trajectoire, hyper propre, Avec des rapide. Cheveux longs, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Il va bien, le jeune. Et un client m'a dit, mais c'est Mélanie. J'ai dit, quoi? J'ai pris mon index d'affaires. Déjà, j'ai cravaché pour la rattraper. Et je l'ai un peu coincé. J'ai dit, tu rentres tout de suite. Elle est rentrée, mais après, je me suis aperçu que j'étais un peu en colère. Mais je me suis aperçu qu'elle était hyper prudente et hyper douée, quoi. Elle t'obéissait pas juste. Non, elle n'obéissait pas, mais c'est normal. Hein. Alors Mélanie, on l'a rencontrée ici, D'accord. dans ta concession. Elle va nous raconter un petit peu comment tout ça s'est arrivé. On regarde tout de suite Mélanie, la fille de Philippe. On est avec Mélanie. Salut Mélanie. Bonjour David. Mélanie, tu es la fille de Philippe Michel et tu as une concession moto aussi. Tout à fait, oui. Je suis concessionnaire scooter. Ouais. Donc j'ai pas mal de marques, notamment tout le groupe Piaggio, Aprilia, Vespa, Gilera. D'accord. Derby, j'ai toujours été Derby également. D'accord, et ta après, concession, elle est juste en face de Tout à celle fait. de ton père. Je me suis installée il y a à peu près 5 ans. Alors tu suis, j'imagine, l'actualité et en particulier Kawasaki a eu l'honneur de décrocher le premier titre pour une fille face à des garçons. C'était Ana Carrasco. Qu'est-ce que tu penses de cet exploit? C'est vraiment, je lui tire mon chapeau parce que c'est quand même, elle a fait un beau parcours et puis elle s'est bien battue. Elle a fait de bons résultats en 125. Ouais. Non, vraiment, c'est moi qui ai couru avec des garçons. Je sais que c'est difficile de s'imposer avec les garçons dans les premières années. Donc non, vraiment chapeau pour son Est-ce parcours. qu'ils sont plus agressifs quand ils voient que c'est une fille au guidon ou c'est neutre? Ouais. Si, Ouais. oui. Ouais, ils veulent absolument pas laisser leur place. Non, du tout. J'ai eu pas mal de confrontations par rapport à ça en Coupe Kawa notamment. Ouais. Où c'était vraiment la vraie Coupe Kawa. Les débuts étaient assez hargneux en course, c'était vraiment compliqué, très agréable, très bien, mais c'est vrai que non, il y a une autre... Donc tu mesures l'exploit de Ana Carrasco de s'être imposée aux garçons. Ah oui, vraiment. Un grand bravo à elle parce que c'est vraiment très bien ce qu'elle fait. Alors, il y aura une autre fille engagée, elle aussi, sur Kawasaki dans cette formule Super Sport 300, puisque c'est la catégorie dont on parle. Elle s'appelle Stefino. Donc, Steffi s'engage en Super Sport 300, tu la connais. Tu as fait des courses uniquement féminines, parce qu'on disait que tu as fait des courses mixtes. Oui. Est-ce que tu as participé à des formules spécifiques féminines, comme la Women's Cup Oui, à l'époque, pendant la Coupe Kawa, il y avait la Dream Cup. Je préfère quand même me bagarrer avec avoir des courses mixtes que des courses que de filles. Mais c'était vraiment une très belle expérience et j'ai fait de belles connaissances. D'accord, merci Mélanie. Et puis on passera te voir à la Oui, concession. volontiers. Et puis à bientôt. Oui, j'espère. Salut. Voilà, donc Mélanie, maintenant, elle a une concession juste en face. Donc ça va, ça se passe bien, la cohabitation, c'est pas trop dans la concurrence. Elle n'est pas trop concurrente, non. Non. Mais c'est bien parce qu'on se stimule un petit peu, on se stimule tous les deux, dans la mesure où j'ai des clients qui ont des gosses qui veulent débuter avec du 50 à vitesse ou un scooter. Hop, ils traversent la route, ils vont la voir. Et vice-versa, des fois, des parents qui disent tiens, on achèterait bien une bécane et puis il y a Kawa en face, ça va. Allez, bien. c'est parti. Voilà. Ouais. Et alors justement, chez Kawasaki, il y a un pilote, un très gros pilote de supercross qui s'appelle Eli Tomac. Donc le supercross US, c'est une discipline que Kawasaki Maîtrise très bien. Donc c'est Stéphane Legrand, alias Le Big, qui nous fait un débrief de la deuxième épreuve qui s'est déroulée à Phoenix, aux USA, la deuxième épreuve du supercross US. Bien sûr, c'est une grosse surprise cette victoire de Black Baguette au Supercross de Phoenix. Il n'avait pas bien roulé dans les temps chrono l'après-midi puisqu'il fait le 15e temps. Le soir, dans sa série qualificative, il n'était pas non plus au top. Mais en finale, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il a profité du deuxième départ pour se mettre juste derrière Jason Anderson. Il a été patient, il a attendu. Et quand il a vu qu'il pouvait attraper cette première victoire en Supercross, il n'a pas hésité, il a foncé. C'est bien pour KTM, mais c'est surtout bien pour cette équipe satellite de KTM, Rocky Mountain, qui décroche aussi avec Black Baguette sa première victoire en Supercross 450.
Effectivement, Marvin était vraiment très rapide au Supercross de Glendale par rapport à Anaheim d'ailleurs, mais je pense pas qu'il aurait pu gagner. Je vous rappelle que le Français revient d'une blessure au genou, il n'est pas encore à 100%, il monte en puissance, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il finit 5e de la finale, ce qui est bien d'ailleurs, mais pour gagner, il va falloir attendre encore un petit peu. On peut surtout pas reprocher à Ken Roczen d'être prudent. Après 2 saisons de Supercross catastrophiques, puisqu'il se fait le bras et puis l'autre, la prudence est sa deuxième nature au pilote allemand. Donc au Supercross de Glendale, oui, il a été prudent. Il est tombé avec Jason Anderson, il est revenu, mais il n'a pas pris de risque. Le but pour lui, c'est de marquer des gros points, c'est d'être sur le podium et surtout, c'est d'avoir le titre à la fin de la saison. C'est arrivé tout simplement que Malcolm Stewart était l'un des plus rapides dans les hoops au Supercross de Glendale. Il fait le 6e temps chrono de la journée. Le problème avec ce genre d'obstacle, c'est que si vous vous ratez, c'est inévitable. La chute est terrible. Et malheureusement, Malcolm se fait un fémur. Sa saison est terminée. En attendant, le championnat continue. On retrouve tout ce petit monde à Anaheim la semaine prochaine en Californie. Ciao! Kawasaki et le sport, c'est aussi l'endurance. L'endurance avec quelqu'un qui habite pas loin d'ici, Gilles Staffler, le patron du team Kawasaki SRC, le team Kawasaki officiel, qui occupe toujours les avant-postes. Et on va aller le rencontrer. Tu le connais bien, Gilles ? Gilles, je connais très bien. Et on est voisins déjà. Et puis, ça me plaît bien son système parce qu'il est comme moi, il travaille en famille, il est très professionnel. Donc, tout va bien entre nous deux. D'accord, eh ben on va écouter Gilles, ce qu'il en dit et ce qu'il dit du nouveau système de l'endurance, de la nouvelle formule d'endurance. Gilles Staffler, patron du team SRC Kawasaki. Alors nous sommes avec Gilles Staffler. Salut Gilles. Bonjour David. À Toulon, décidément, Toulon et Kawasaki, c'est très fort puisque toi, tu n'es pas très loin d'ici. Effectivement, oui, une À petite combien ? demi-heure. Petite demi-heure. Et tu es le patron du team Kawasaki SRC en mondial d'endurance. Oui. Le team, l'épouvantail du championnat du monde d'endurance, puisque à chaque fois, vous êtes devant ou vous jouez les premiers rôles. Oui, on va le dire comme ça, mais on manque un petit peu de chance sur la fin de course en ce moment. Ouais, vous en avez eu beaucoup à un moment donné, enfin de chance et de réussite bien sûr, c'est lié, mais tu as enchaîné avec ton team SRC les victoires au Bol d'Or et aux 24 heures du Mans, ça devenait infernal. Oui, effectivement, on a gagné 5 fois les 24 heures du Mans et D'affilée. 4 bols d'or. Non, ça n'a pas été tout à fait d'affilée. Les 24 heures du Mans, on en a gagné 4 d'affilée. Ouais. Il y a eu une course sans et à nouveau la course d'après, on a regagné à nouveau les 24 heures du Mans. Et les bols d'or, oui, il me semble qu'on les a pratiquement tous gagnés d'affilée. Oui. Alors, est-ce que c'est le team SRC qui perd quand les autres gagnent ou est-ce que c'est les autres qui gagnent à la régulière ? Parce que c'est l'impression qu'on a, c'est que quand vous avez un problème, les autres peuvent gagner. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ça, je dirais que ça va dans les deux sens. Non, on peut pas dire ça. De toute façon, dans l'endurance, il y a une part de chance, c'est sûr. Donc, il faut essayer d'avoir la chance jusqu'au bout. Et bon, quand on l'a, ça réussit. Quand on ne l'a pas, on réussit pas. Est-ce que c'est des cycles un peu l'endurance ? On parlait, il y a eu le cycle Dominique Mélian, il y a eu le cycle avec le CERT, le Suzuki Endurance Racing Team, le cycle Kawasaki SRC. Yamaha est dans une bonne dynamique ces derniers temps. Est-ce que c'est des cycles ? Oui, on peut peut-être rapprocher ça comme ça. Et Honda, effectivement, j'oublie là, Honda. maintenant c'est Honda, là. C'est Honda, ouais. Là maintenant c'est Honda. J'espère qu'on va arrêter ce cycle-là dès les prochaines 24 heures du Mans. Alors justement, qu'est-ce que tu prépares pour les prochaines 24 heures du Mans ? Je crois que tu reviens d'essai, tout juste. Hier soir, tu étais en essai. Oui, absolument. On revient de 3 jours de test à Valencia qui sont plutôt bien passés. C'était déjà une mise en jambe pour les 3 pilotes, une partie du team. On n'avait pas déplacé tout le monde. Ça s'est, oui, effectivement bien passé, plutôt bien déroulé. Erwan Nigon a découvert la moto, puisque lui il la connaissait pas. Ouais. Et puis, c'est assez prometteur, puisque on utilise pour la première fois le moteur 2019. Alors ouais, la Kawasaki a changé, hein, la ZX-10R qui est la base de la moto d'endurance, puisque en endurance, les motos sont dérivées de la série, hein, oui, absolument, le principe. Ouais, oui.
est-ce que quand une nouvelle moto, enfin une nouvelle version d'une moto, d'une sportive arrive, est-ce que c'est long le développement pour toi Alors là, je dirais que le développement châssis, il a été ultra simple, parce que c'est surtout là-dessus qu'on passe beaucoup de temps, souvent sur un nouveau modèle. Là, il a été ultra simple parce que le châssis restant le même 2018-2019, il nous a suffi de prendre le moteur qui était dans le châssis de la moto d'origine 2019 et de le mettre dans le châssis 2018. Donc je dirais que pour ça, ça a été relativement rapide, à savoir qu'on a fait le choix pour l'instant de rouler avec le moteur 100% d'origine, parce que toutes les pièces détachées 2019 ne sont pas encore là. Et ça aurait été stupide de notre part de démonter le moteur et de ne pas pouvoir le remonter. Là, tu m'as parlé des pilotes tout à l'heure. Les pilotes, tu m'as parlé donc de Erwan Nigon qui arrive dans le team. Qui arrive dans le team. Les deux autres sont donc David Checa et Jérémy Guarnoni qui maintenant, malgré que ce soit le plus jeune du team, c'est le plus ancien entre guillemets. C'est le plus capé, voilà. Effectivement. Donc Gilles, ce championnat du monde, il ne recommence pas avec les 24 heures. Il continue. C'est une ça continuité. fait partie de la nouvelle formule. Oui. Alors c'est l'occasion pour moi de te demander, qu'est-ce que tu penses de cet aménagement du championnat du monde d'endurance? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. J'ai toujours dit dès le départ que ça allait être compliqué et je dirais au jour d'aujourd'hui, ça l'est réellement, ça l'est toujours. Pour quelle raison? Déjà au niveau budgétaire. On ne touche pas au niveau des budgets, c'est réparti pendant l'année, mais l'hiver, il n'y a rien. Donc avoir par exemple pour la prochaine saison, on va dire, puisque là c'est une continuité, donc on va dire à Suzuka. Voilà, qui se terminera à Suzuka. La saison 2019-2020 va commencer donc avec le Bol d'Or 2019, mais au mois de décembre, normalement, on doit aller à Sepang. C'est ce qui est prévu par le promoteur, par Eurosport Evans. C'est loin. Pour l'instant, alors j'imagine que les pilotes, ça leur plaît. Oui, évidemment, mais un pilote, plus on va lui mettre de courses, si on lui met 15 courses d'endurance dans l'année, le pilote, il va se frotter les mains. Physiquement, tu crois pas qu'ils vont déguster? Les 3 quarts des pilotes d'endurance font également des championnats nationaux. Donc, allez, on va dire 5 courses d'endurance par an, plus 7 courses, par exemple, d'un championnat de France. Bon, ça fait quand même tout de suite, on n'est pas loin, très loin des 15 courses. Plus une wildcard. Voilà. D'accord. Non, pour eux, c'est pas le souci. C'est le budget. Le souci, c'est pour nous. Oui, c'est d'arriver à suivre avec les budgets, parce qu'il y a les salaires des pilotes aussi. C'est-à-dire que plus il y a de courses, plus on paye les pilotes. En revanche, la médiatisation de ce championnat a évolué considérablement. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Oui, moi je dirais que c'est une très bonne chose, bien évidemment. C'était nécessaire. Il faut savoir qu'avant l'arrivée d'Eurosport, la FIM se posait quand même la question si elle n'allait pas arrêter le championnat d'endurance. Donc, je veux dire, c'est important. Ils font un très gros travail. Par contre, il ne faut pas que ça aille trop vite. D'accord. Il faut savoir que l'endurance, même dans un team comme le mien, qui est professionnel, qui est professionnel. Moi, je fais ça toute l'année. Il y a énormément de bénévoles. Donc, qui dit énormément de déplacements, les bénévoles arrivent à un moment, ne peuvent pas suivre. On ne pourra jamais, à mon sens, professionnaliser réellement le championnat du monde d'endurance. On voit de plus en plus de pilotes de Grand Prix qui arrivent. Toi, tu en as eu. Oui, absolument. Voilà, on a eu Randy Depugnet pendant 2 ans. Oui. Voilà. Ça redonne un peu de lustre aussi. Et à Suzuka aussi, on a vu des pilotes. Bien sûr. En activité en MotoGP qui font le championnat du monde d'endurance, ça redonne un peu de prestige aussi à ce championnat, j'imagine. Je pense que c'est bien, ça tire le championnat vers le haut. Si le championnat du monde d'endurance commence à attirer des pilotes de Superbike, de GP ou ex-MotoGP, ça ne peut qu'être bien. Merci Gilles, merci. Et puis on va te souhaiter une bonne édition des 24 heures du Mans. On va suivre ça de près dans son concession. À plus tard. Merci bien. Salut. Au revoir. Voilà ce que pense Gilles Staffler de ce nouveau championnat du monde d'endurance. Il n'y a pas que l'endurance. Kawasaki, on n'a pas parlé de Superbike, mais Kawasaki n'est plus en Grand Prix et depuis, la marque domine le Superbike avec un certain Jonathan Rea. J'imagine que, je vois une affiche là-bas, j'imagine que c'est important aussi pour le sport. De toute manière, il faut vendre des motos. Pour faire de la compétition, il faut qu'on vende des motos, il faut qu'elles soient présentes sur les routes et que le public adore ces machines. Quel type de moto tu vends le plus ici à Toulon ?
À Toulon, jusqu'à maintenant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on vendait beaucoup d'hyper sportives. Bon, malheureusement, Ah oui ouais. Parce que c'est l'image de ta concession, c'est ça? L'image de la concession, on a toujours fait de la compétition. Et puis le public demande de la sportive. C'est que depuis qu'il y a des grosses restrictions, etc., que ça a un petit peu diminué, que le roster est devenu un peu à la mode. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on vendait beaucoup de sportives. Philippe, merci de nous avoir accueillis dans cette très belle concession Kawasaki à Toulon. Et puis, eh bien, écoute, on se recroise sur les routes, sur les paddocks. Voilà, c'est moi qui remercie tout le monde, sur les invités et puis mes amis qui sont venus aussi avec des belles petites motos. Merci pour ce nouveau format qu'on a inauguré ici à Toulon. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sans Concession. N'oubliez pas de liker l'émission, de la partager et de vous abonner à notre page aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Salut à tous et à la semaine prochaine.